Hop, c'est bon, on est live. Je pense que voilà, Vivien qui nous dit dernier hello. Effectivement, Vivien qui suit bien puisque c'est notre dernier de 38 webinars euh, où on a voulu vraiment apporter énormément de contenu pour les entrepreneurs pendant cette période de confinement et maintenant qu'on va progressivement potentiellement pouvoir retourner chacun à son rythme à une activité plus normale. On verra. Mais en tout cas, pour terminer ces webinars, Jean-David d'Isaïe, merci de ta participation. Déjà, comment ça va? Ça va, comme un confiné qui attend le déconfinement progressif. Non, mais ça va. On n'a pas de drame chez Isaïe, pas de malade et pas de boîte en situation d'urgence à réanimer. Donc, Bah, écoute, c'est le principal. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant ce mois et demi et c'est génial de pouvoir terminer avec toi pour voir un petit peu les tendances de ce qui s'est dit, de ce qui se pratique ou de ce que tu as pu voir aussi et vous avec Isaïe. Déjà, est-ce que tu peux représenter rapidement Isaïe et puis surtout sur votre dernière actualité qui est toute fraîche d'hier avec le closing d'un nouveau fonds? et alors, Isaïe, c'est une initiative qui a un peu plus de 10 ans, qui a été lancée par des entrepreneurs avec comme concept d'être le fonds des entrepreneurs de l'Internet français. Et donc, moi, j'ai été amené dans cette galère, entre guillemets, et avec le sourire, par Pierre Kosciusko-Morizet, que j'avais financé quand j'étais chez Troisi et lorsqu'il dirigeait Presse Minister. Et globalement, Isaïe, il y a 10 ans, c'était un fonds levé de 35 millions et deux personnes, Christophe Reynaud et moi, pour le déployer. Et aujourd'hui, Isaïe, c'est une vingtaine de personnes, à peu près 500 millions sous gestion, trois tracks d'investissement. Et voilà, donc une société de gestion qui s'est un peu installée dans le paysage français. Donc, nos trois tracks d'investissement, je vais le faire dans le désordre. Le premier est un peu opportuniste, mais est intéressant. On a la délégation de Capgemini de leur fonds Corporate VC. Il se trouve que je suis un ancien de Capgemini et que ça nous permet, grâce à ce fonds, d'avoir un footprint mondial, puisque c'est un fonds mid-stage, mid to late stage, qui peut intervenir dans le monde entier sur de potentiels partenaires de Capgemini. Ensuite, on a un fonds de private equity qui s'appelle Isaïe Expansion. On a levé le fonds 1 en 2012-13 et on a levé le fonds 2 en 2018. Le fonds 2 fait 150 millions. Donc là, on fait des opérations de type capital développement, owner buyout, build-up financing, single asset secondary, enfin tout ce qui est private equity que les gens du venture connaissent pas forcément très bien. Et puis on a un fonds early stage venture. Donc là, on en est au troisième fonds. Le premier faisait 35, le deuxième levé en 2015 fait 75 et hier on a annoncé le premier closing du troisième fonds. Le premier closing se fait à 90 millions et la taille finale du fonds sera située entre 100 et 120. Je ne sais pas encore dire exactement à quel niveau on va atterrir. Mais voilà, donc c'est une très bonne nouvelle parce que c'est de l'argent frais qui a vocation à s'investir dans des nouveaux projets. On ne va pas financer le portefeuille existant avec un nouveau fonds. En early stage, hein, notre sweet spot, c'est un tour de 1 à 5 millions dans lequel on met 1 à 3 en tant que leader dans une boîte qui n'a jamais accueilli de VC dans lequel voilà, on est les premiers à investir comme on avait fait en 2010 dans Blablacar ou dans Evaneos ou des boîtes comme ça, qui étaient les premières entreprises dans lesquelles on a investi il y a 10 ans. Ok, bah bravo d'avoir clôturé. Tu me disais que tu as été agréablement surpris de pouvoir avoir la confiance de quasiment tous les souscripteurs du fonds. Il y a quand même cette inquiétude latente dans le marché de ne pas avoir d'avoir de remise en cause de capital call ou dans le futur ou des closings plus compliqués ces prochains mois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle globale de voir que des souscripteurs, et si tu peux partager peut-être qui sont-ils, est-ce que c'est des corpos ou autres, souscrivent et respectent leur engagement? Alors écoute, nous on a lancé la levée de ce fonds fin novembre, début décembre. On a essentiellement parlé à nos existants, à nos souscripteurs existants, un petit peu à des nouveaux souscripteurs potentiels. D'ailleurs, quelques-uns nous ont rejoints dès ce premier closing. En gros, si tu simplifies, tu as 20% de l'argent qui est dans les fonds Isaïe qui vient de l'équipe Isaïe, y compris les cofondateurs, donc y compris Geoffroy Roux de Bézieux, Pierre Kosciusko, Stéphane Trépoz. Donc à peu près 20% qui est l'argent de l'équipe Isaïe. Après, 40% qui vient d'entrepreneurs de la tech,
Donc ça, c'est une centaine de fondateurs de boîtes qui mettent un ticket dans Isaïe, les tickets allant de 100 000 à 2 millions. Et puis après, 40% d'institutionnels, donc plutôt institutionnels que corporate. On a très très peu de corporate, on n'a même pas de corporate dans nos souscripteurs. Et tous ceux qui nous avaient dit en février qu'ils viendraient, chez les institutionnels sont tous venus. Et parmi les entrepreneurs, ceux qui nous avaient dit en février qu'ils viendraient sont quasiment tous venus. On a peut-être perdu quelques souscripteurs qui étaient coincés à l'île de Ré et qui, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Mais on a perdu très, très, très peu de monde dans, dans la période. Et c'est très, très positif. Ça prouve que les gens ont bien une vision moyen terme. Le capital risque early stage, par définition, c'est du return à moyen terme. Et donc, mettre de l'argent maintenant, ça veut dire en voir les profits dans 6, 7, 8 ans. Et évidemment, dans 6, 7, 8 ans, on parlera plus du Covid-19, en tout cas, j'espère. Ouais, espérons. Il y a cet ADN très seed chez Isaïe, du moins en venture, enfin seed pré-série A jusqu'à pré-série A, on va dire. Est-ce que tu penses que ça va être, c'est la grosse question que nous on voit tous les jours. Est-ce que ça va être compliqué de lever des fonds dans les 2 prochaines années? Je suis en seed, je démarre un projet. C'est quoi ton sentiment et tes hypothèses de travail sur lancer une levée de fonds en ce moment? Ce que tu dirais à des entrepreneurs sur du seed? Écoute, l'étage early stage en France, il est plutôt bien couvert si tu compares à d'autres pays, notamment à la Grande-Bretagne. Hein, tu as moins de fonds de post-amorçage ou d'amorçage en Grande-Bretagne qu'en France. Bon, par contre, tu as une communauté d'angels qui est plus réduite en France. Hein, donc, c'est vrai que les fonds français ont tendance à rentrer plus tôt que les fonds britanniques dans les entreprises. Et il y a eu plutôt une offre qui s'est largement enrichie ces 10 dernières années. Alors après, tout va dépendre des levées de fonds des acteurs. Hein. Si j'ai un fonds early stage qui est en 4e année de période d'investissement, c'est clair, j'arrête de faire des deals et je m'occupe de mon portefeuille. Si par contre j'ai levé le fonds l'année dernière ou maintenant, évidemment, je vais faire des nouveaux deals. Donc ce qu'on peut penser, c'est que il va y avoir euh, un peu moins de gens en situation de faire des nouveaux deals. On peut penser aussi que les nouvelles levées de fonds pour les sociétés de gestion seront un peu plus difficiles ou un peu plus lentes ou un peu plus longues que prévu. Donc les entrepreneurs ont face à eux une offre un peu moins abondante que ce qu'il y avait il y a 6 mois. Maintenant, il y a quand même des gens pour baquer des histoires. Moi, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est quand même de voir que le monde a changé et sans doute de se dire le projet sur lequel je voulais lever 3 millions sur une valo de 12 avec 3 utilisateurs et 100 euros de MRR, ben je le mets à celui-là, je l'oublie et je vais sans doute faire un tour plus petit sur une valo beaucoup plus raisonnable avec un burn rate beaucoup plus raisonnable. Et ça, c'est l'intérêt de l'entrepreneur parce que ça va lui permettre de lever des fonds, mais c'est aussi l'intérêt de l'investisseur parce que ça lui permet de dire si le marché du refinancement ne fonctionne pas, si c'est parti avec un burn rate léger, je pourrais refinancer moi-même. Parce que c'est ça une des questions qu'on se pose. Si aujourd'hui je fais un deal dans une boîte, même si je mets peu d'argent à une valo qui me va très bien, mais que je suis très incertain sur une levée de fonds dans 18 mois et que la levée de fonds dans 18 mois elle est forcément très grosse, ben, je vais sans doute pas investir parce que je serais incapable de refinancer la boîte. Donc voilà, donc ce sujet de Ouais. la confiance dans la chaîne de financement est important. Ou de trouver d'autres investisseurs pour continuer le financement aussi. Oui, c'est ça, mais ce qui se passe à l'instant T, c'est que globalement, le nombre de nouveaux deals lidés par un nouvel entrant va baisser fortement parce que chacun va s'occuper de son portefeuille et c'est normal. Et donc, quand tu Ouais. t'occupes de ton portefeuille, par définition, tu alloues tes réserves à ton portefeuille et non pas à des nouveaux deals. Donc, Ouais. c'est un cercle vicieux qui se dévisse dans un certain temps, en un certain temps, et c'est très très dur de dire combien de temps ça va prendre. Est-ce que ça va Ouais. prendre 3 trimestres ou 8? J'en sais rien. Puisqu'on parle des entrepreneurs et de ce qu'on peut donner comme conseil, les fonds, globalement, de toutes nos interviews, de tout ce qu'on a pu voir, disent qu'ils vont regarder des boîtes avec des plus solides fondamentaux. Sur l'équipe fondatrice et les fondateurs, est-ce qu'on va attendre des entrepreneurs qui soient encore plus gestionnaires que visionnaires qu'avant? Ou si on peut grossièrement dire qu'un entrepreneur, il doit être à la fois gestionnaire et visionnaire pour emmener les VC. Est-ce que là, on va s'attendre à ce que justement, il soit plus pragmatique aussi sur le business et gestionnaire de sa boîte et de sa trésorerie
pour aller vers un business plus sain? Alors, tout dépend un peu de ce qu'on appelle réalisme ou business solide, ou etc. Nous, on a toujours été très, très sensibles chez Isaïe au sujet de la grosse margin ou de la contribution margin des business, et on s'est toujours méfié des business qui nous disaient, voilà, je perds de l'argent sur chaque transaction, mais je me rattrape sur le volume. Et donc, ma seule obsession, c'est top line growth. Et puis un jour, je finirai par gagner de l'argent, alors que j'en gagne pas aujourd'hui, et même que j'en perds à chaque fois que je fais des business. Bon, voilà. Donc, c'est sûr que ce type de projet, là, que je caricature un peu, hein, le truc qui perd sur chaque transaction et qui se rattrape sur le volume, ce type de projet n'a quasiment aucune chance d'être financé aujourd'hui. Parce que les gens vont se dire, la chaîne de financement est un peu cassée, elle sera forcément avare, il y aura besoin d'être efficace, et une des meilleures façons de faire qu'un business soit efficace, c'est qu'une partie soit autofinancée par sa marge contributive. Alors pas Mm. forcément 100% financée, pas forcément break-even, en tout cas une partie du business autofinance la croissance. Et voilà, donc il va y avoir un focus sur ces indicateurs intermédiaires du compte de résultat, et qui ça favorise évidemment des business comme le SaaS où la grosse margin est très élevée, ou des business de marketplace où la grosse margin est aussi très élevée en regard du chiffre d'affaires. Donc voilà, et plus que des business qui font beaucoup de transactions mais avec une toute petite marge sur chaque transaction. C'est marrant parce que ce discours, on a l'impression que quelque part, il est logique, il coule de source quelque part. Et par le passé, est-ce qu'on s'est pas aussi trompé avec le fait qu'il y ait beaucoup de liquidités à financer beaucoup de boîtes qui ont une profitabilité très moyen terme et des coûts très élevés à court terme et un cash burn très élevé? Est-ce que cette crise, toi, tu parles beaucoup d'autres facteurs de crise qui auraient pu arriver dans l'écosystème et qui auraient pu contracter le marché, c'est pas remettre un peu les pieds sur terre sur les valos et le montant levé, les montants à lever et justement la santé des business à financer aussi. Ouais, mais t'as un rapport à la fois au capital brûlé, à son retour sur investissement, et la notion de temps. Et globalement, dans un moment où il y a de l'exubérance, ce qu'il y avait très clairement fin 2019, début 2020, les gens mettent beaucoup d'importance à la notion de temps. Ils disent, il faut que je sois le leader incontesté le plus vite possible, il faut que je sois le plus gros le plus vite possible, etc. Et à ce moment-là, tu perds un petit peu la notion de retour sur investissement, et tu gagnes, tu mises sur le côté stratégique du fait d'être leader le plus vite possible. Mm. Quand tu es dans un marché en crise, bearish comme aujourd'hui, par définition, le temps, il est moins important parce que le capital est plus rare, et par conséquent, les gens vont focaliser leur énergie sur regarder comment ce capital fructifie. La compétition sera moins féroce parce que par définition, il y aura moins de gens surfinancés. Donc, globalement, le rapport au temps se détend un petit peu. Et ça se passe à chaque cycle, on va dire, de la tech. Et à chaque cycle, il y a un moment donné où tout le monde pense que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel, qu'on peut faire un bébé en un mois avec 9 femmes. Bon, bah non, on peut pas faire un bébé en un mois avec 9 femmes. Et Mm. puis, à un moment donné, il y a une crise, et puis tout le monde s'aperçoit qu'effectivement, on peut pas. Et puis, ça reprend un peu calmement. Puis, dans 7 ans ou 8 ans, on sera à nouveau très exubérant. C'est par cycle, la théorie des Ouais. cycles, elle s'applique plus que jamais aujourd'hui. Nous, les discours des fonds, globalement, sont quasiment tous les mêmes, hein, 95% pour être honnête. On a des fonds qui nous disent, en fait, nous, on fait business as usual, on va privilégier la profitabilité, qui ont aussi un impact plus concret sur la société, l'environnement, etc. On respecte les deals en cours qu'on avait pré-Covid, et on ne va pas remettre de clauses délirantes ces prochains mois, même si les valos vont être impactés. Voilà, un peu, on a l'impression qu'il y a un mémo qui a été envoyé à tous les fonds. C'est quoi ton sentiment véritable sur l'aspect VC au global, sur ce discours qui est très cohérent et très global? Mais est-ce que c'est le propre du VC aussi de suivre en meute des pratiques, quoi? Bah, d'abord, on fait un métier de syndication, donc par définition, les pratiques business, elles ont intérêt à être homogènes, parce que sinon, syndiquer avec des pratiques inhomogènes, c'est compliqué. Mm. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, une des valeurs fortes d'une société de gestion, c'est sa réputation. Et donc, par définition, se comporter comme un salaud ou profiter d'une situation de faiblesse de l'entrepreneur pour gagner 3 francs 6 sous, ça peut-être apporter un petit peu d'argent, mais ça peut créer un badouille incroyable, et faire que
que ta réputation soit entachée durablement. Bon, et enfin, il y a aussi, moi j'étais coprésident pendant 4 ans de France Digital. La communauté des VC, elle est très, enfin, on est dans la même association, on se connaît tous, on a un WhatsApp où on parle entre nous, on a promulgué une charte de comportement des investisseurs il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc c'est un peu normal que tout le monde ait un discours compatible ou similaire, parce que c'est le fruit aussi de discussions entre nous en disant, bah voilà, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et comment collectivement notre réputation de professionnel de l'investissement, on la préserve. Ouais. Tu parles de ça, c'est intéressant, c'est la réputation, la performance. Sur la réputation, il y a quand même eu un mouvement de fond qui s'est accéléré il y a plusieurs éléments. Il y a Jean de la Roche-Brochard qui est très communicant là-dessus sur les mauvais comportements des VC. Il y a eu un tweet même de Cédrico qui a dit on va voir les fonds qui ont des mauvais comportements et qui ont des fonds de la BPI, comment on va les sanctionner entre guillemets. Il y a aussi sur le Galion dans lequel on a une VC list où tout le monde partage un peu ses avis sur le VC. C'est quoi ton sentiment sur cet aspect réputation et mauvaise réputation, puisque tu dis que vous êtes tous réunis sur la même association et pourtant on dénombre quelques comportements qui ont été mauvais vis-à-vis des entrepreneurs et on s'en fait un peu une guerre contre ça un peu en ce moment, on a l'impression. Écoute, moi, par définition, je suis pas forcément au courant des deals qui se sont pas faits parce que des confrères n'ont pas honoré leur engagement moral, hein, ou écrit. On n'est pas au courant parce que les deals qui ont été annoncés, par définition, c'est des deals qui sont allés au bout et qui, a priori, ont été faits dans les termes qui étaient prévus. En tout cas, c'est nous, on a annoncé un deal au mois d'avril, et c'est un deal qu'on a fait avec AXA Venture Partner et Orange Digital Venture, exactement dans les termes qui avaient été signés en janvier-février, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas forcément. Il y a quelques cas dont j'ai entendu parler où il y a eu des gens qui ont fait défaut, ou des gens qui ont dit il faut renégocier. Euh, Est-ce que c'est complètement anormal que ça arrive? Tout dépend vraiment de à quel niveau d'engagement tu étais formellement, et tout dépend aussi de ce qui s'est passé pour l'entreprise. Si tu prends un business qui, par exemple, euh, est totalement arrêté, n'a pas de chiffre d'affaires et n'en aura pas peut-être pendant plusieurs mois, et que tu étais en train de t'emcheater pour faire un série B, bah, peut-être que tu peux dire que la situation a changé et que tu voudrais peut-être ne pas faire le deal, ou tu voudrais faire le deal mais dans des conditions révisées ou avec des conditions supplémentaires. C'est quand même pas, enfin, je trouve ça un petit peu gonflé de la part de Cédrico de se mêler de ça, parce que les situations sont toutes différentes les unes des autres, et il peut y avoir des cas où c'est justifié de revenir en arrière. Ouais. Et puis de la même façon, Jean de la Roche-Brochard, il est sympathique, mais lui, il remet jamais d'argent dans les boîtes, donc il en met qu'une fois. Donc il se sent pas responsable vis-à-vis de son portefeuille, comme peuvent l'être les VC qui remettent à chaque tour. Donc Ouais, les tu positions. sais, il y a un mot en anglais qui est put the money where your mouth is. Et, Plus que jamais, ça s'applique là. Sur l'aspect global de l'écosystème, là, on a eu la réaction du gouvernement. Pour rappel, on a eu les chiffres hier. Le PGE, c'est un peu plus d'1 milliard pour les startups françaises, déjà distillé en 3 semaines. Le French Tech Bridge, qui est la solution d'obligation convertible de la BPI, c'est déjà la moitié du fonds de 80 millions d'euros qui a été déployé. Donc l'État a réagi très vite et on peut dire très bien pour sauvegarder de l'emploi. Mais c'est quoi la vision moyen terme? Est-ce que c'est du colbertisme et on essaye de sauver un maximum l'emploi et puis on verra plus tard? Est-ce que c'est une bonne solution? Parce que s'il y a de la reprise, ben, on aura sauvé de l'emploi et des boîtes. Et dans ton point de vue de venture, c'est quoi ta vision sur ça, sur ces solutions qui ont été mises en place et le futur? écoute, moi je pense que ce qui a été fait est très bien et a été fait très vite. Donc tu ne peux pas reprocher au gouvernement ou même aux banques d'ailleurs d'avoir été lentes, hein. Le PGE, c'est beaucoup d'argent déployé, accordé très très vite. C'est évident que c'est un no-brainer à l'instant T pour un entrepreneur de prendre une dette supplémentaire pour acheter du runway, acheter l'opportunité de prolonger la vie de sa boîte. Parce que quand tu raisonnes, une boîte, ça doit d'abord survivre, puis croître, puis être profitable. Bah, si tu ne survives pas, tu fais pas ni croissance ni profitabilité, hein. Mm. Donc c'est vraiment le kit de survie, on va dire.
Après, la façon dont le déconfinement va se passer et la façon dont l'économie va rebondir, à l'instant T, on n'en sait strictement rien. Hmm. Et tu vois, typiquement, si sur le chômage partiel, par exemple, le gouvernement serre les boulons un peu trop vite, eh ben, les gens qui auront été en chômage partiel en mars, avril, mai, bah, peut-être qu'ils seront licenciés en septembre parce que les boîtes n'auront pas les moyens parce qu'il y aura plus de chômage partiel au mois de juillet ou au mois de juin. Donc voilà, donc faut faire gaffe. On est au milieu du gué hein, sur ce sujet Ouais. euh, de plan d'urgence, si je On puis est un dire. peu sous l'anesthésie et on sait pas quand la reprise est par secteur, comment ça va se dérouler. Est-ce que vous, dans votre Absolument. portefeuille, vous avez des boîtes qui étaient en besoin urgent et vous avez joué votre rôle de financeur en plus que d'opérationnel board member? Oui, oui. Écoute, on a des boîtes en refinancement en cours sur mars, avril, mai. On en avait que une, peut-être deux, je crois qu'une seule véritablement. Et d'ailleurs, c'est une boîte dans une situation difficile puisque c'est une boîte qui a plus de chiffre d'affaires. Elle fait partie des boîtes qui ont plus de chiffre d'affaires parce qu'à l'instant T, leur business, il est interdit, si je puis dire. Et avec nos partenaires investisseurs, on a fait notre devoir d'actionnaire hein, en bridgeant la boîte et en lui permettant de financer un plan à 18 mois. On avait la chance d'avoir très peu de cas urgents dans le portefeuille Isaïe. On avait beaucoup de boîtes qui avaient levé en 2019 ou début 2020. Et c'est vrai qu'on avait fait passer le message aux entrepreneurs de notre portefeuille l'année dernière en disant bah, l'argent est facile, il y a beaucoup d'offres, vous avez encore des trimestres devant vous, mais peut-être que ça vaut le coup de prendre, de prendre une term sheet d'un confrère qui vous approche et puis de faire un tour un peu en anticipation. On a beaucoup de nos boîtes qui ont fait ça l'année dernière, on s'en réjouit. Avoir levé juste avant, ça, c'est évident. Sur le niveau du jeu et des banques, que plus jamais les banques vont devenir, enfin sont devenues amies un peu des startups et de l'innovation. Mais c'est de l'endettement, mais c'est à rembourser. Et c'est important de le dire et de le rementionner. C'est pas du capital. Est-ce que ça va changer la manière dont on va lire une boîte dans le futur? On va regarder plus son niveau d'endettement aussi quand on est VC et on va gérer mieux l'endettement de ses propres entreprises. Bah, écoute, nous, enfin, les VC, on n'est pas des obsédés du bilan comme peuvent l'être les banques. Donc, on sait très bien que quand il y a une dette dans un bilan, bah, ça fait la différence entre l'equity value et l'enterprise value. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et on n'est pas des obsédés du remboursement de la dette, au sens que c'est très rare qu'on demande à être remboursé de quelque chose auquel on souscrit. Hein. Ça arrive quelquefois qu'on fasse des convertibles qui ne se convertissent pas, mais c'est plutôt des sweeteners dans ces cas-là qu'autre chose. Euh, Ce qui est évident, c'est que la dette qu'embarquent à l'instant T les entreprises, si elle est d'un ordre de grandeur comparable à la valeur que pourrait avoir l'entreprise, il y a un vrai problème. Hein. Donc c'est là que ben, le truc trouve sa limite. Si j'ai une boîte dont je considère, je sais pas, je prends une boîte SaaS qui fait 10 millions d'ARR et qui vaut donc entre 50 et 150 millions, mettre 2-3 millions de dettes en plus dessus, c'est pas un problème. Si par contre je mets 2-3 millions de dettes sur une boîte qui fait 10 000 de MRR, il y a un problème. Bon, voilà. Donc d'ailleurs l'histoire des multiples de masse salariale, je sais, ça a peut-être été utilisé dans la biotech ou des secteurs comme ça, mais dans le digital, je pense que les banques, elles ont en fait capé les engagements qu'elles ont pris au quart du chiffre d'affaires de 2019, la plupart des cas. Et donc on voit bien qu'il y a cette notion de ratio entre dette et valeur d'entreprise. Ouais, complètement, complètement. C'est plus ce qui a été privilégié au début, c'était les deux fois de la masse salariale, et puis après, au fur et à mesure des jours passant, les comités bancaires ont plus pris le critère logique hein, de la masse. Et puis c'est vrai que tu peux arriver à des aberrations. Hein. Alors, il y en a aussi, il y a aussi des aberrations dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est assez disparate, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont été et qui ont du mal, voire n'ont pas eu de PGE. Et il y a des entreprises plutôt risquées qui ont eu des PGE dans des conditions
assez simple. Bon, ça, c'est le fait que ce soit distillé par des agences bancaires, Des réseaux un hétérogènes. réseau très hétérogène, exactement. Sur l'aspect levée de fonds dans le futur, on parle beaucoup du rééquilibrage qui va se produire entre entrepreneurs et investisseurs, qui se produit sûrement même déjà, hein. L'argent n'est pas plus rare, mais il va être plus compliqué à obtenir. Est-ce que ça veut dire quoi, ce rééquilibrage? Il y a un article de Fred Destin qui s'appelle Return of the Barbarians sur le retour. Est-ce qu'on va voir le retour des clauses qui n'existaient plus dans l'écosystème? Euh, c'est quoi votre thèse de travail là-dessus, et est-ce que c'est du deal par deal, quoi, j'imagine aussi. Ouais. Mais moi, je donner ma philosophie personnelle ou la philosophie Isaïe là-dessus. Toi, on a été les premiers VC en France à pas faire de ratchet. Premier VC en France à pas demander de veto au board, etc., etc. Ça, c'était en 2010. Par contre, on n'a jamais été ceux qui ont le plus payé. On a toujours dit, voilà, nous, on rentre dans ton business, ben voilà, on pense que ça vaut tant et on ne veut pas aller dans une logique inflationniste sur les valorisations, sur la taille des tours. Et donc, en gros, ça répond à une espèce de proverbe qui n'est pas d'histoire de gitan entre gitans. Les entrepreneurs sont des gitans et les VC sont des gitans et on va pas se raconter des histoires de gitans. Voilà. Et donc moi je préfère un deal où il n'y a pas de ratchet, où il n'y a pas de liquid pref participating, où il n'y a pas de piège, machin, où il n'y a rien, où c'est complètement plain vanilla et où justement il se fait sur la valorisation et la taille du tour et t'as que ça à discuter et c'est bien plus sain et c'est bien plus solide et ça aligne bien plus fortement entrepreneurs et investisseurs. Donc voilà, donc tu as deux écoles. Tu vas avoir l'école qui consiste, qui est ce que je viens de dire, bon, avec des entrepreneurs qui comprennent la valeur de ce deal simple sans travers. Et puis tu as des cas de figure où les gens vont dire OK, la valeur est trop chère, mais c'est pas grave. Pour me rattraper, je vais mettre tel ou tel mécanisme d'antidilution, de relution, de machin. Et puis les gens vont faire des deals trop compliqués. Puis ces deals vont rendre les boîtes très difficiles à refinancer parce que pour un nouvel entrant rentrant dans un business où il y a un 5x participating quelque part, c'est pas simple. Voilà, donc et vraiment les deux écoles vont coexister. Et je pense que la première est évidemment la meilleure. Très clair. On fait de la comparaison avec les US. On a beaucoup parlé récemment sur les boîtes aux US qui sont beaucoup plus, alors c'est pas forcément un modèle à suivre, mais beaucoup plus trash dans leur manière de gérer la crise. Ils virent énormément de gens. Ils sont capables de fermer des boîtes beaucoup plus vite, alors que nous, on est plus dans il faut survivre un maximum. Est-ce que on est prêt quand même en France à vivre dans les prochains mois des deuils de boîtes et voire même de boîtes emblématiques de l'écosystème, ou alors des boîtes qui vont complètement changer de business? Est-ce qu'on est prêt à ça, ou est-ce que l'écosystème est encore trop jeune et trop aseptisé, on va dire, pour connaître ce phénomène-là? Ah, écoute, moi l'année 2008, j'ai passé en Californie et j'étais au bord de cinq ou six boîtes américaines. Et je me rappelle très très bien des boards du mois de juillet-août avant la chute de Lehman où tout le monde était bullish et les boards post-chute de Lehman où les VC américains disaient bon ben ta boîte liquide là ou vends-la à la casse ou enfin bref let's turn the page comme ils disaient et avec une capacité à finalement oublier des boîtes qui étaient on va dire le cœur de leur portefeuille, pas les stars, hein, mais le cœur de leur portefeuille. Bon, de toute façon, on ne gagnera pas d'argent avec ce truc-là. Ça va demander beaucoup trop de travail. Autant tourner la page, libérer du temps et faire autre chose. Donc là, les VC américains, de ce point de vue-là, sont assez redoutables dans leur capacité à prendre leur paume et à dire, ben voilà, dans mon portefeuille, il y a un tiers qui a de la valeur, les deux autres tiers, je m'en fous. Nous, on est beaucoup plus conservateurs en Europe, beaucoup plus loyaux. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que le premier tiers de notre portefeuille a moins de valeur que le premier tiers d'un portefeuille américain, avec moins de potentiel d'upside. Donc, on est obligé de faire une performance sur un nombre d'actifs dans chaque fonds plus importante, parce qu'on ne sort pas des décacornes comme ça tous les jours. Il y en a même jamais qui sont sortis pour l'instant de portefeuilles français. Et puis ensuite, il y a aussi cette logique un petit peu de loyauté humaine où on se dit, où on a tendance à vouloir préserver l'existant, préserver l'historique par rapport aux Américains qui sont un peu des pionniers, qui sont un peu dans une logique plus terre brûlée. Voilà, donc les cultures sont différentes. Maintenant, très très clairement, les boîtes qui sont parties sur des burn rates très importants
avec une base d'investisseurs qui n'ont pas forcément les poches super profondes et qui étaient dans une logique, on va aller chercher un très très gros chèque d'un fonds international, etc., etc. Des boîtes qui ne s'ajustent pas par rapport à cette stratégie pourraient avoir de grosses difficultés. Parce que même si les existants sont de bonne composition, s'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Hein. Si tu as deux petits fonds français qui sont investisseurs dans une boîte qui brûle 1 million par mois, ils peuvent pas la refinancer. C'est pas possible. Ils n'ont pas les moyens. Ouais. La chaîne, Donc voilà. Donc on peut voir, on peut avoir, on va voir des boîtes se restructurer, baisser leur burn rate. Ça c'est sans doute ce qui va se passer pour les gens les plus raisonnables. Puis on va avoir des gens qui vont peut-être jouer un peu à la roulette en disant je mise tout sur le rouge. ouais. Puis c'est le noir qui va sortir. Et puis voilà. On est encore au doigt mouillé aussi. Il y a des questions que j'intégrerai dans mes questions. Vous en faites pas. N'hésitez pas à poser vos questions. On a beaucoup parlé aussi. Enfin, toi, beaucoup parlé chez Isaïe. Vous parlez beaucoup du rôle d'investisseur et de la différenciation avec le rôle de board member, justement, avec ces casquettes qui doivent changer. Est-ce que pendant la crise et ces dernières semaines, plus que jamais, cette casquette de board member et d'associé dans le capital des entreprises a été important pour prendre des décisions business ou opérationnelles? Oui, il y a une confusion dans l'écosystème français entre le rôle d'un représentant de l'investisseur au board et le fait d'être actionnaire d'une entreprise. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais lorsqu'on est assis dans le board d'une entreprise, qu'on siège au conseil d'administration, en tant qu'administrateur, au moment où on a mis cette casquette, on doit agir dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans l'intérêt de la personne qu'on représente. Et évidemment, il peut y avoir des situations de conflit d'intérêts. Si je prends un exemple, imaginons que je sois représentant d'Isaïe dans une boîte, qu'Isaïe n'a plus d'argent à remettre dans cette boîte, et que le tour de table qui est discuté, c'est un tour de table qui punit très très fortement les actionnaires qui ne peuvent pas remettre. Bah, globalement, en tant qu'administrateur, je dois voter pour cette augmentation de capital parce que la boîte ne va pas se refinancer. Si elle ne se refinance pas, elle doit être liquidée. À l'envers, c'est totalement au détriment d'Isaïe ce que je vote. Si effectivement Isaïe ne peut pas remettre et Isaïe doit être puni dans ce tour de table. Donc il existe bien une différence entre le poste d'administrateur et le poste d'investisseur. Et je dois dire que mes confrères d'ici français souvent ont un peu tendance à confondre réunion d'actionnaires et réunion du conseil d'administration. Et dans les boards où je suis, moi je fais la police par rapport à ça. Et je dis aux gens, non, je suis désolé, là c'est pas une discussion de board, c'est une discussion d'actionnaires. On peut fermer le board et faire un shareholder meeting, mais c'est pas le même meeting. Et vous devez, en tant qu'administrateur, vous préoccuper avant tout de l'intérêt social de l'entreprise. Et donc là, pendant la crise, il y a eu est-ce qu'il y a eu des exemples de boards qui ont été, on va pas penser aux performances du fonds, mais on va penser à sauver le business et à réfléchir au business? Dans la situation d'urgence dans laquelle, et puis surtout d'imprévu dans laquelle on était, le sujet, il a été vraiment qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour survivre? Encore une fois, je reviens sur la pyramide de Maslow. Hein. Qu'est-ce qui fait que au début 2021, je suis encore là? Et donc voilà, et les board members expérimentés, on va dire, avec un peu de Paco comme moi, ayant vécu les différentes crises, etc. Ce dont on a fait, enfin, ce qu'on a dû faire, c'est faire prendre conscience aux entrepreneurs que certes, c'est bien d'être optimiste, mais le pire est toujours prévisible. C'est un petit peu ça qui décrit la situation actuelle. C'est-à-dire, en gros, je dois faire un espèce de worst case. Dans ce worst case, je dois encore être vivant début 2021. Et si la situation réelle est meilleure que le worst case dans 3 mois, bah, tant mieux, 1000 fois tant mieux. Mais je ne peux pas me permettre de faire un best case et de jouer la vie de la boîte en pensant que ce que j'aimerais qu'il se passe parce que je suis incapable de prédire l'avenir. Aujourd'hui, je ne connais pas une boîte dont le forecast H2 2020 veut dire quelque chose. En tout cas, il y a un écart type et une volatilité énorme. Voilà. On a pas mal de questions là-dessus. Je vais les intégrer puisque on fonctionne beaucoup depuis ces dernières années avec des rôles modèles, des champions. Là, on a le Next 120, le CAC 40 Startup, etc. On a beaucoup fonctionné sur les modèles de licorne. Les boîtes emblématiques aux US qui sont impactées comme Airbnb, on en parle beaucoup, a pris beaucoup de dettes, etc. Ont fait le choix l'année dernière de pas être
en IPO et sont endettés aujourd'hui et ont du mal à relever. En France, on a des boîtes emblématiques, dont tu as cité Blablacar, sur des domaines très touchés. En plus, tu as cité aussi Evaneos, qui sont des secteurs très touchés en ce moment. Et quoi, justement, votre rôle dans cette période-là pour des boîtes aussi emblématiques dans la French Tech, euh, sans savoir ce qui va se passer les prochains mois? Alors, je peux pas répondre pour Evaneos parce qu'on est sorti nous d'Evaneos en 2018. D'accord. Donc j'en ai plus au board et donc j'ai pas de visibilité. Même si j'ai entendu Eric Labonnarlière parler dans un podcast là récemment, mais je suis pas au board donc et on n'est pas au board donc j'ai pas d'infos d'insider. Sur Blablacar, c'est clair, on est dans une situation où heureusement la boîte a beaucoup de cash sur son bilan. Mais elle fait son chiffre d'affaires, il est tombé à zéro brutalement. Et c'est vrai sur les bus et c'est vrai sur le covoiturage. Et on espère que à un moment donné, on pourra refaire du covoiturage longue distance et à nouveau mettre des bus sur la route. Ce moment, on le connaît pas encore très bien. Le rythme avec lequel ça va reprendre, c'est très difficile à prédire. Et donc, bah, la boîte, elle utilise le chômage partiel aujourd'hui, parce qu'elle a une activité qui est globalement interdite, hein, pour simplifier. Et puis, elle a gardé quand même ses équipes tech actives parce que ça permet de regagner un peu de temps sur la roadmap qui est très pleine. Quand tu es une boîte de ce type-là, présente dans 21 pays, tu as toujours ta roadmap, tu cours toujours après ta roadmap. Et puis voilà, puis on espère que ça va redémarrer dans pas trop longtemps. Bon, encore une fois, on n'est pas du tout en levée de fonds, on a beaucoup d'argent sur le compte en banque et on a une grosse partie de nos dépenses, notamment marketing, d'acquisition, qui peuvent être coupées du jour au lendemain. Donc voilà, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Mais c'est vrai que c'est quand même une situation incroyable Ouais. de passer à zéro de chiffre d'affaires brutalement Ouais. pour une boîte de 500 personnes, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que c'est toi la première fois que tu fais ce métier sans vraiment savoir ce qui va se passer? Puisque, grosso modo, personne ne sait, même les plus grands futurologues, économistes, etc., ne savent ce qui va se passer, la reprise et l'impact moyen terme ou long terme de la crise. Pas que d'ailleurs économique, hein, même sanitaire, sur les pratiques, les usages. Ce matin, j'étais en téléphone avec des investisseurs. On prenait la comparaison de avant le 11 septembre, après le 11 septembre, où nos pratiques pour prendre l'avion ont changé. On prend des petits dentifrices et notre sac pour faire le voyage et on passe des milliers de portiques de sécurité. Là, la pratique sanitaire va peut-être faire changer nos comportements et on ne sait pas comment. Et comment on fait ce métier du coup sans avoir un sentiment ou une grosse tendance de fond sur ce qui peut se passer ou faire des paris, quoi. Alors, d'abord, quand t'es déjà actionnaire des boîtes, tu es en solidarité avec les boîtes et tu fais tout ce que tu peux faire pour essayer de sortir vivant de cette situation. C'est un peu différent quand tu décides d'investir ou pas dans un nouveau projet. Mm. Donc, je fais bien la différence. Je prends l'exemple de Blablacar. Aujourd'hui, se dire que Blablacar, la distanciation sociale va faire que le business de covoiturage de Blablacar va baisser ou, au contraire, que le covoiturage va être considéré comme plus safe que de monter dans un train ou dans un bus euh, en termes de capacité à être contaminé par le virus, c'est impossible à prédire. Impossible à prédire. Les deux peuvent être vrais. Tu peux avoir le covoiturage qui gagne sur le train et le bus, ou tu peux avoir globalement tout ce qui est voyage longue distance qui baisse très fortement. Et la résultante des deux, je suis incapable de la prédire. Voilà, donc on vit dans ce monde-là. Maintenant, pour les nouveaux deals, c'est évident que tu as à l'instant T une, tu analyses les nouveaux deals à l'aune de ce confinement. Est-ce que ça sera vrai dans 4 mois? Non, dans 4 mois, peut-être qu'on fera des deals de travel dans 4 mois. Mm. Parce que dans des marchés immenses comme le travel, trouver une petite niche sur laquelle tu peux faire un business qui est très disruptif, c'est sans doute un très bon moment pour le faire, alors que tous les grands acteurs sont pas bien, que l'industrie est un peu révolutionnée, etc. Donc voilà, donc un VC, c'est avant tout foncièrement opportuniste. Hein. Je vois des opportunités, au moment où je les vois, je les analyse. Je fais mon analyse, elle peut être fausse, elle peut être bonne, ça c'est évidemment c'est difficile de le savoir, on le sait que plus tard. Mais à un moment donné, tu vois une opportunité, tu te convaincs sur cette opportunité, tu achètes l'opportunité Mm. et tu avances avec cette opportunité pendant les 5, 6, 7, 8 ans qui suivent. Ouais, et puis la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que justement il y a des secteurs ou des domaines ou des choses que vous allez suivre pour prendre des opportunités ces prochains mois ou pas forcément? Est-ce que vous regardez un peu des dossiers en particulier?
Écoute, moi, j'aime pas trop la notion d'investisseur thématique en early stage parce que je trouve que si j'étais capable de faire des slides avec des thèmes, par définition, ça serait des thèmes déjà éculés. Hmm. Quand tu fais du early stage, a priori, il faut faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Hmm. Donc, t'es pas capable de les mettre sur un slide par définition. Euh, donc, si tu fais du late stage et que tu es un fonds mondial, oui, tu peux définir des thématiques, tu peux dire, voilà, je suis très intéressé par le e-learning et je vais regarder les plus belles boîtes du e-learning dans le monde et puis je vais investir dans les plus belles. Bon, si tu fais du early stage, si tu dis e-learning, c'est peut-être idiot de faire du e-learning maintenant. Peut-être qu'il existe par contre une nouvelle forme de quelque chose qui va être inventée par des entrepreneurs et qu'il faut financer maintenant. Voilà, donc je préfère rester vraiment dans cette logique très opportuniste et laisser les entrepreneurs nous surprendre avec des histoires nouvelles. Maintenant, sur les business models, par contre, là, on est chez Isaïe beaucoup plus discipliné. Il y a des business models qu'on connaît bien, le SaaS, le marketplace, et c'est vrai qu'on fait beaucoup de deals ces modèles-là, parce que ça permet d'apprécier justement d'un point de vue financier le besoin de capital, les indicateurs qui doivent être suivis, la façon de petit à petit révéler une ambition. Et donc, on préfère investir dans des choses qui nous surprennent, sauf le business model, on va dire. Très intéressant. Donc, je vais prendre les questions après. J'ai juste une dernière question sur des retours qu'on nous fait aussi. Nous a fait sur le fait qu'on a été, c'est un écosystème jeune et il y a eu énormément d'entrepreneurs et de projets qui sont lancés ces dernières années, de capitaux qui sont arrivés. Mais on a l'impression qu'on a été trop materné. Il y a même des comparaisons qui sont faites entre les entrepreneurs français, ce seraient des labradors par rapport à des entrepreneurs qui seraient plutôt des cafards. Et après des crises, c'est comme une bombe nucléaire. Les cafards survivent et les gros animaux meurent. Est-ce que on a des entrepreneurs qui sont bons, talentueux, mais pas assez résilients parce que plus que jamais, ça va être difficile de monter des boîtes ces prochains mois et ces prochaines années, vu l'incertitude en plus qui existe. C'est quoi ton avis là-dessus sur le global? Écoute, moi, quand j'évalue une équipe, et notamment le CEO, qui est en général l'interlocuteur privilégié du VC, et qui est donc les personnes avec qui tu vas bosser durablement, je regarde soit l'expérience, s'il y en a, soit la capacité d'apprentissage, s'il n'y a pas d'expérience. J'ai baqué des gens très jeunes, des gens plus jeunes que mes enfants. Donc, ça m'est arrivé en 2015 pour la première fois, mais ça m'a fait quelque chose. Mais tiens, je finance un gars qui est plus jeune que mon fils. Bon, je suis en train de financer des gens qui ont peu d'expérience finalement, mais je finance des gens qui ont une capacité d'apprentissage. Et donc, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont se transformer de labrador en cafard, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à faire le cafard après avoir été labrador. Ceux qui veulent rester des labradors, je prends ta comparaison, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, ceux qui veulent rester des labradors, qui reconnaissent pas que le monde a changé, qui veulent pas s'adapter, qui veulent pas apprendre, qui veulent pas faire des choses qu'ils savent pas faire, bah, il va leur arriver des histoires, c'est sûr. Mais un jeune entrepreneur, sa grande force, c'est à faire des choses qu'il a jamais fait pour la première fois et les faire bien. C'est ça sa force. C'est un bon conseil qu'on peut donner à tout le monde. Alors, dans les questions, on demande combien de participations actuellement il y a chez Isaïe, si on peut répondre rapidement. Sur l'ensemble des fonds, on doit avoir une quarantaine de participations actives, à D'accord. peu près. Ok. Le ticket moyen en seed, bah, tu l'as mentionné, c'est entre. Alors, ça dépend, parce que nous, on fait la différence entre seed et post-amorçage. Ouais. Donc, en seed, notre ticket moyen, c'est 150 000 euros. D'ailleurs, on a simplifié dans le nouveau modèle. Là, on va être quasiment fonctionner à peu près comme Kima, c'est-à-dire mettre des tickets sans être au board, en étant extrêmement hands-off. Mais parce qu'on voit un projet qui nous plaît, parce qu'on voit une équipe qui nous plaît, on met un ticket. Donc, ça, c'est l'amorçage. Et en post-amorçage, donc qui est vraiment notre core business, là, c'est des tickets entre 1 et 3 millions, dans des tours de 1 à 5 millions, dans lequel on est lead, et dans lequel, là, par contre, on déploie le modèle Isaïe de fonds d'entrepreneurs présents au board, très actifs, etc., etc. Et là, dans ce modèle-là, on va faire 20 à 25 boîtes avec le fonds qu'on vient de lever là. Ok. Une question sur est-ce que la crise a modifié la scrutinity, la consultation, les reporting que certains de vos LP voudraient avoir sur les nouveaux deals? Y a-t-il plus d'exigences de la part des LP demandées dans Je peux C'est un peu trop tôt pour répondre. Là, on va diffuser le reporting à fin mars, hein, cette semaine. On a fait un reporting extrêmement conservateur en disant on ne sait pas, donc on touche pas aux valorisations
sauf dans les boîtes où il y a vraiment eu un impact très très fort et très visible. On a pris date avec nos LP pour que le reporting de fin juin, lui par contre, soit plus analytique, plus bottom-up. Mais je ne sais- aujourd'hui, la meilleure réponse quand on me demande comment est impacté la valo de départ de fonds Isaïe, ben je dis la réponse est je sais pas. Ok. Sans doute pas à la hausse, Ouais. mais de combien à la baisse, je sais pas. D'accord. Très clair. Est-ce que vous investissez à l'étranger avec Isaïe? Alors, on investit à l'étranger. Alors, avec le fonds qu'on gère pour Capgemini, on investit dans le monde entier. Avec notre fonds Early Stage Venture, on investit dans le monde entier, mais sur des fondateurs français. Donc, on peut très bien faire des boîtes new-yorkaises avec des fondateurs français. Et avec notre fonds Private Equity, pour l'instant, on n'a fait que des boîtes françaises, mais on est ouvert à faire des boîtes espagnoles, des boîtes belges, des boîtes suisses, des boîtes italiennes. Et d'ailleurs, on a regardé quelques dossiers dans les pays limitrophes, quoi. Ok. Une dernière question du public, après j'en ai une dernière pour toi. Le VC est un secteur. Est-ce qu'on va recruter des analystes, des juniors dans le VC ces prochains mois et est-ce que c'est un secteur porteur pour postuler? C'est beaucoup une question qu'on nous. Euh, tu, Tu peux penser qu'il va plutôt y avoir un petit cure d'amaigrissement des équipes, hein, parce qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à lever. Et donc, si tu as du mal à lever, tu as du mal à avoir des frais de gestion. Si tu n'as pas de frais de gestion, tu ne peux pas payer ton équipe. Donc, globalement, on peut penser que ça sera beaucoup plus difficile de trouver un job que ça l'était il y a 6 mois. Nous, on a un ou deux postes ouverts chez Isaïe. Et vu qu'on a levé, effectivement, on a les moyens de prendre des gens en CDI. Voilà, donc on a des chasses lancées pour des postes intermédiaires entre justement analystes et partenaires, quoi. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui vient de Jean, qui était notre précédent interviewé, Jean de la Roche-Brochard. Toujours le précédent interviewé pose une question au prochain et il te pose en question comment être ambitieux et responsable en même temps dans le venture capital. Écoute, moi, mon proverbe préféré dans ce métier, c'est hâte-toi lentement. Et donc, Thierry Roland disait ne pas confondre vitesse et précipitation. Je sais pas si vous vous rappelez Ouais, bien sûr. dans les matchs de foot. Bon, bah, c'est à peu près pareil. Croire qu'on peut faire des succès plus vite que la musique, c'est une grosse erreur. En fait, les grands succès se construisent dans la durée. Et les boîtes dont on a l'impression qu'elles ont eu un succès instantané, en fait, ça n'a pas du tout été instantané. On parlait d'Airbnb là tout à l'heure qui est en situation difficile. Mais Airbnb, c'est une vieille boîte. C'est une boîte qui a été lancée en 2006 ou 2007. Elle est devenue visible en 2011-12. Mais pendant 3-4 ans, les gars, ils ont galéré. Puis après, ça a été une très, très, très belle trajectoire. Puis là, ils connaissent des grosses difficultés. J'espère qu'elles sont passagères pour eux. Parce que c'est une boîte que j'aime plutôt bien. J'aime beaucoup leur modèle, en tout cas. Voilà, donc les choses se font en fait dans la durée. Et le rapport au temps, il est extrêmement important d'avoir un bon rapport au temps. Et prendre son temps pour bien faire les choses, pour construire des choses solides, ça permet ensuite d'être ambitieux. Et voilà, donc moi, ma réponse à ça, c'est festina lente, comme on dit en latin. Les Américains disent go slow to go fast. Ouais, une, Euh, une bonne maxime. Super, merci. Merci pour tout, Jean-David. Et comment on rentre en contact avec Isaïe ou toi ou si on a un projet qu'on veut? ben, mon email est en clair sur mon compte Twitter, c'est jdc@isaïe.fr. Sinon, Juliette pour le site, juliette@isaïe.fr. Voilà, donc c'est facile. Assez simple. Bah écoute, merci pour tout et merci pour tous ces super enseignements. C'était très très sympa. Et puis il ne reste plus qu'à remercier tous les auditeurs et auditrices de ces webinaires pour vous souhaiter bon courage pour le mois de mai et les prochains mois dans ce fabuleux écosystème. Bonne semaine à tous, bonne fin de semaine à tous et stay safe. Ça marche. Salut Jean-David. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Bye.